Yeah, yeah, yeah. Corruption clandestine. Je reçois quelques valises qui viennent tout droit de Kadhafi. Je disais que tout était clean devant mes amis intimes. Accarné un virement, et bim, et bim. Sarkozy, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Sarkozy. Boutade. Je voulais nettoyer les quartiers, maintenant je nettoie ma cellule. Salut la team, concentré. Concentré-toi. Bonjour la grande famille. Ça va, tout le monde s'est... On s'est entrechoqué entre nous, là. Ouais, hein, c'est un choc. Collision. Choc culturel. Ouais, choc culturel, hein. Du nord au sud. Choc sur les barrières naturelles. C'est un choc culturel. Hein. Ouais. Et quand vous essayez de faire tomber les barrières, les frontières, c'est quoi le truc? Les frontières, d'ailleurs, allez regarder la vidéo des frontières. Hein, l'Afrique subsaharienne vs le Maghreb. Ouais. Très, très, très belle. Le lien, il arrive tout de suite là. Il est là, juste là, le lien. Il est là. Vraiment. Vraiment, bon. vraiment. Sinon, ça va ou quoi, les gars? Ça va et toi? Ouais. Ça va et vous, pardon? Vous êtes deux protagonistes concentrés. Ah, moi, je pensais que vous voyez, moi. Ah, non, je parle de vous deux. Vous êtes deux personnes. On est trois personnes. Je mérite pas ça, hein. Je mérite pas le vouvoiement encore. Vous méritez le vouvoiement. Moi, pas de souci. Vous voulez que je vous voie? Merci, monsieur. Oui, Quel honneur. Quel honneur du nord au sud. Quoi? Bref. Bon, sujet du jour. On va parler d'un mec qui actuellement est incarcéré. D'un monsieur qui est incarcéré. J'ai dit un monsieur qui est incarcéré à la santé. Il est à la santé, hein? Ouais. Maintenant, s'il a la santé, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il a la santé. Sans vouloir faire de jeu de mots, bien sûr. Donc voilà. Ouais. Donc il s'agit bien évidemment de Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Voilà. Nicolas Sarkozy. Le mari de Carla, c'est ça? Carla Bruni Sarkozy. Voilà. C'est leur enfant, comment il s'appelle leur enfant? Ils ont deux enfants, non, ensemble? Non, ils en ont plus. Non, avec Carla, il en a un, c'est la petite Julia. Ah ouais? Mais Jean Sarkozy, c'est qui alors, Jean Sarkozy? Pourquoi t'as dit Julia et pas Julia, toi? Non, parce que c'est à l'italienne, Julia. Ah, d'accord. Bah, parce que Carla Bruni, c'est une italienne. D'ailleurs, fait partie de la noblesse italienne. Hein. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Elle fait partie de la noblesse, ouais. Une grande famille piémontaise ou savoyarde, je sais plus. Mais elle fait partie de je savais pas ça. Ah bon? Ouais. C'est pas Carla. Grande famille d'industriels, etc. Ouais, donc, elle a un grain ou pas, elle? Hein? Elle a un grain ou pas, actuellement? Pourquoi un grain? Pour un grain, je sais pas, j'ai vu sa réaction. Non, parce qu'elle défend son mari, quoi. Ouais, mais elle a démarré sur les micros des journalistes, tout ça. Ouais, elle a le seum. Bah ouais, elle a le seum. Parce que pour eux, comment ça, nous, on va en prison? Nous, les bourgeois, on va en prison? Ça fait pas très couple présidentiel, hein, ce genre d'attitude. Bah écoute, hein. D'ailleurs, on va en parler, c'est lui qui amène... Ton CE, c'est pas pareil. Hein. Mais attends, mais juste, s'il vous plaît, avant de continuer, parce qu'il allait me répondre à une question. Donc, du coup, elle a que comme enfant Julia. Ouais, c'est Julia, Jean Sarkozy. En fait, il a trois fils. Jean, l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Jean-Pierre. Et le dernier, c'est l'autre que tout le monde se fout de sa gueule, là. Mais comment s'appelle le pote à poison, là? Ouais, c'est le producteur, je crois. Le producteur, il s'appelait comment, lui? Je crois que c'est Pierre, attends. Fils de Sarkozy. On va retrouver les noms exacts. Est-ce que vous l'avez vue enceinte, même, cette femme-là? Vous avez déjà vu Carla Bruni enceinte? Oui, elle était enceinte, Ah ouais? Oui. Mais du coup, pourquoi les gens se tapent un délire sur Sophie? Donc, elle n'a pas eu d'enfant Enfin, elle n'a pas eu de garçon de Sarkozy. Non, elle a une fille. Mais pourquoi les gens se tapent un délire, genre, c'est l'enfant de Kadhafi, là? Alors, non, l'enfant de Kadhafi, comment ça? Ils sont fous, les internautes. Il y en a un, je sais pas c'est quel, c'est vrai, je vais pas dire un blaze, je vais pas inventer de blaze, mais il y en a un, à chaque fois je vais dans les commentaires, ouais et tout,
le fils caché de Kadhafi. Déjà, ça n'a pas l'air sur lui. Toujours pas. D'ailleurs, sur Julia aussi, hein, aussi, sur les deux. Peut-être le mec, Non, il a un enfant qui est un peu mat, non? C'est quoi le truc? Je sais pas c'est quoi le délire, tu vois. non, même pas, même pas. Ah Mais ouais? par contre, lui, il a commencé sa vie, je sais pas si on pourrait, maritale ou amoureuse, ou je sais pas, un peu de manière un peu chelou, lui, hein. De ce que je sais, ce que... En fait, il a volé la femme de son pote Ben Cécile oui, Sarkozy. C'était la femme de Jacques Martin. Et, voilà, et exactement. du coup, en fait, ils étaient amis. Et à un moment donné, il s'est retrouvé habiter chez eux. Et il s'est tapé sa femme et il a volé sa femme. T'entends ça, fantôme? Mm. Ah, on a chétan en bécane. Tu vois? En bécane, carrément. Voilà. Ah ouais. Le chétan était en bécane à ce moment-là. Mon frère. Ah, c'est sûr que le chétan a beaucoup été en bécane, hein. Ah, mais tout ça, c'est très Surtout dans nos quartiers, hein. fort. Beaucoup de mecs sont morts en bécane à cause du chétan, hein. Ouais. Tu vois? Mais bon, ça, c'est très. Arrête de faire sa promotion, s'il te plaît. Ok, je m'excuse. Ouais. C'est à fond-là. Je veux dire, Oh. t'as vu, comment ça En s'appelle fait, il a Pierre Sarkozy, mhm. Jean Sarkozy, Louis Sarkozy, qui sont normalement tous les enfants de Cécilia Attias, parce que maintenant, c'est remarié avec un homme d'affaires D'amour. franco-marocain. Et ensuite, elle l'a quitté donc pour le fameux Attias. Donc c'était toute l'histoire qu'il y a eu, etc. Mais en fait, on dit que Kadhafi s'est tapé Cécilia Sarkozy. Et ça, c'est fort probable dans l'affaire des infirmières bulgares, là. Je sais pas si vous vous rappelez de cette affaire. Ah ouais, c'est quoi cette affaire? En fait, avant que la Libye et que la France ça parte en couille, Mhm. il y avait une affaire où la Libye, en fait, avait accusé des infirmières bulgares envoyées par, je sais plus qui, l'UNICEF. Je vais regarder d'ailleurs. Et en fait, elles étaient là dans un cadre de mission humanitaire, il me semble, un truc comme ça. Et Kadhafi les a accusées d'avoir inoculé le sida, je crois. Le sida ou l'hépatite, je sais plus. Attendez, je vais vous Et le les dire. meufs, c'est des Bulgares. C'est des Bulgares. Et donc, attends, je vais vous confirmer. Fermière, Bulgare, Libye, juste pour être plus précis. C'était en 2000. Ici à Sarkozy s'ennuie, son mari est président, vous l'avez dit, ça va pas très bien dans le couple, et un dimanche après-midi à la Lanterne, son mari Nicolas Sarkozy lui propose de s'impliquer dans la libération des infirmières bulgares qui à l'époque, on est en 2008, sont retenues par le régime libyen, le régime de Kadhafi, et vous racontez ce qui s'est passé entre Cécilia Sarkozy et le colonel Kadhafi. Oui, alors Cécilia Sarkozy va d'abord refuser. L'affaire est extrêmement compliquée. L'Union européenne s'en est mêlée. L'affaire n'est pas simple. Bon, finalement, elle décide de s'impliquer dans cette affaire. Il va être monté une opération à la fois secrète et assez courageuse, je veux dire, où Cécilia Sarkozy va partir avec Claude Guéant et Squarcini, non, et Martineau. Boris, son nom m'échappe à Boris l'instant. Vallaud. Non, autre nom, c'est pas Maurice grave. Boileau. Oui, Non, enfin, c'est l'ambassadeur. celui qui sera ambassadeur ensuite. Oui, Oui, c'est lui, oui, c'est ça. Boris Voilà. Vallaud, ouais. Donc, ils partent en Libye pour exfiltrer les infirmières bulgares qui sont retenues en prison, qui étaient condamnées à mort, la peine commue à perpétuité. Et le colonel Kadhafi demande à ce que Cécilia Sarkozy vienne traiter directement avec lui. Là, elle va être vraiment très courageuse parce qu'elle va descendre dans le bunker de Kadhafi. Il demande à ce qu'elle soit seule, qu'elle n'ait pas garde du corps. Et elle descend dans un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a des armes partout. Et le colonel Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle. Et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, de manière très courageuse, elle est seule, c'est la nuit, Avec la elle est tête, hein. enfermée avec ce type, il n'y a personne autour. Et voilà, il essaye de la toucher, il essaye de l'embrasser, elle négocie. Bon, et la nuit se passe, elle obtient gain de cause et elle réussit à sortir. Immédiatement, une voiture est envoyée, on libère les infirmières, on les fait monter dans l'avion. Voilà. Elle arrive à la Lanterne. Elle est épuisée, elle a à peine eu le temps de prendre une douche, et il y a donc un petit dîner qui s'improvise et elle raconte. Elle est vraiment fatiguée, ça a été une tension extrême, et elle raconte. Alors là, il faut imaginer qu'on est dans une petite salle à manger 18e, au mur des œuvres d'art de Fragonard, des chaises Empire, une nappe blanche, de l'argenterie, la porcelaine de Sèvres, les maîtres d'hôtel, et Cécilia, ils sont 5 autour de la table. Et Cécilia raconte à son mari cette nuit d'épouvante. Elle raconte la libération, sa victoire. Et elle a son téléphone posé sur la table. Et le téléphone ne cesse de vibrer. Et Cécilia, parce que tout le monde se tait, tout le monde l'écoute.
Elle ne regarde pas son téléphone, elle éteint à chaque fois. Et le téléphone se remet à sonner. Elle éteint, et elle raconte, elle éteint, et elle raconte. Et le téléphone sonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La 7e, elle a fini son récit. Nicolas Sarkozy a les larmes aux yeux. Il dit qu'il va faire décorer les officiers de sécurité qui ont pris ces risques. Les officiers de sécurité dînent dans la cuisine. Hein. Et Claude Guéant approuve. Et là, le téléphone sonne pour la 8e fois. Et Cécilia décroche, met sur haut-parleur. Et là, dans la salle à manger de la Lanterne, on entend la voix du colonel Kadhafi qui dit « Cécilia, I want you. Cécilia, I want you back. » Le colonel Kadhafi appelle à la Lanterne pour que Cécilia Sarkozy revienne et pour lui dire son amour. Ils sont incarcérés. Le régime de Kadhafi les accuse d'avoir volontairement infecté plus de 400 enfants libyens avec le VIH. Ouais, sida. Oula! En réalité, les experts internationaux concluent que l'épidémie provient de mauvaises conditions d'hygiène hospitalière. Bon, Kadhafi, s'il dit ça, c'est peut-être qu'il y avait un fond de vérité. Ils sont condamnés à mort à plusieurs reprises malgré les protestations. Et en 2007, après de longues négociations menées par la France et l'Union européenne, les infirmières sont libérées. Voilà. Et en 2007, quand elles sont libérées, Sarkozy négocie avec lui. Et en fait, il fait envoyer sa femme pour preuve de respect. Tu vois. Donc ça, c'est Cécilia Sarkozy qui vient en Libye, parler directement à Kadhafi, et elle passe la nuit là-bas. Et tout le monde dit que Kadhafi avait pour l'habitude de coucher avec les femmes des chefs d'État qu'il rencontrait. Mais ça, envoyer sa femme auprès de quelqu'un de autrui, j'allais dire un Renault, un négro, mais bon, là c'était un art. Il envoie le mec là-bas, là, ouais, j'ai gros. Bélec. Bah, c'est pour ça que les gens ils disent ça. Attends, déjà les rumeurs, comme on dit, tu vois, c'est quoi l'expression? Bref, j'avais une expression, mais c'est pas grave. Pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, je suis désolé. Ok, d'accord, voilà, tout s'explique. C'est pour ça que dans les commentaires, très souvent, quand je tombe sur Julia ou sur Jean, parce que c'est Jean le dernier, c'est ça? Hein? Non, le dernier c'est Louis. Bah Louis, parce que c'est lui, je crois, qui est né aux États-Unis, c'est ça? L'américain. Non, il est né en France, mais en fait, il a étudié aux États-Unis. Non, voilà. En 2007. Après... Non, mais non, hein? en 2007, il était déjà né. D'accord, mais il y en a un, je crois, il est américain dans le clip, il est franco-américain. Oui, c'est Louis Sarkozy parce qu'il a été envoyé étudier aux voilà. États-Unis jeune. Bah là-dessus, maintenant, il est dans le sud de la France, dans la ville de Montan, voilà. Menton, il va être Montan. Ah, putain. Et du coup, lui, ouais, Monton. Ouais, Monton. Vas-y, c'est bon, je sais pas te dire. Voilà, il est dans le sud là-bas. Et genre, j'ai vu une vidéo de lui en mode, oui, je ne suis pas de la ville, non, mais la richesse de la ville, et je sais pas quoi, truc, il raconte sa vie, t'as vu? Et genre, parce qu'il va être le maire de cette ville-là. De la ville de Monton, à côté de Monaco. C'est ça, hein? Menton, c'est à côté de Monaco. Ouais, voilà. C'est une ville de riches, de ouf. Voilà. Et donc, du coup, pardon, dans les commentaires, bah, je vois beaucoup de gens qui se tapent un derrière sur lui. Ouais, truc, nanana, tu vois, voilà, bref. Ouais, mais il est né en 97. Et les infirmières bulgares, ça commence en 99. Ah voilà, c'est genre vraiment, t'as vu, bon, c'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner. Donc là, oui. merci de m'avoir renseigné, j'ai posé des questions. Bah, les gens, ils sont cons, en fait. T'as pas dire juste pour t'avoir sur lui, en fait. Bah, c'est fou, quand même. Hein. Non, bah oui. C'est vraiment le fils à Cécilia. Et lui, en fait, bon, il était jeune. Oh là là, attention à ce mot-là, attention. Ouais. Attention. Ouais. On va moi, le je sauter. désolidarise direct. Je désolidarise direct. C'était un mec fragile. Voilà, ouais. Et bon, il a été envoyé aux États-Unis étudier. Et il a fait l'école de la Citadelle. Donc je t'avais déjà parlé en plus. D'ailleurs, mon grand-père l'a faite, cette école. C'est ça qui est fou. École militaire. Et donc il a fait toute sa formation là-bas. Et avec le temps, bah, il est rejoint. Il a fait une formation militaire, quoi. Et donc il est devenu américain. Et c'est ça qui est fou. C'est que le fils du président français devient américain, qui est un pays quand même étranger, et fait une formation militaire dans un pays étranger. C'est quand même très bizarre. Ça, par contre, c'est quand même très bizarre, ça. C'est très bizarre. Donc ça montre aussi le transatlantisme de Sarkozy. D'ailleurs, on pourra rebondir sur plein de faits, parce qu'il y a plein de choses qu'aujourd'hui les gens défendent Sarkozy, et moi, de tête comme ça, je peux sortir pas mal de choses que je trouve où il a fait n'importe quoi. Il a vendu notre pays. Mais pour moi, il a fait 3 choses majeures qui sont très graves. On mettra les pieds dans le plat tout à l'heure. Hein. Bah, si vous voulez, ouais. Mais en tout cas, ouais. On les met après. On ne manquera pas de rappeler à ce moment-là, moi et Fantôme, que tes propos n'engagent que toi. Ouais, pas de souci. Mais si vous voulez, on commence maintenant. Hein. On va pas faire
On va pas revenir dessus. Non, 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 mais commençons déjà par qui est Sarkozy, qu'est-ce qu'il évoque pour nous, quand il est arrivé. On commence par ça? Parce Vas-y. que bizarrement, on commence à avoir un certain âge, ça fout le seum. Mais maintenant, Bah, ce mec-là, maintenant, il est vieux. Vous savez, Mais maintenant, non, mais justement, on voit, faut voir il est vieux maintenant, ce mec-là. Mais je vais te dire un truc. Tu vois Il est vieux, hein, il est vieux. Mais Mundibou, j'allais dire, mais bon, c'est valable pour Mundibou et pour Bantou. La même hein, le fait d'être arrivé à ce stade de la vie, avoir un certain âge et tout, etc., et ben justement, et ben aujourd'hui, quand on se présente sur cette plateforme, et ben on ramène Bien sûr. une certaine valeur. Déjà, Parce il faut dire Alhamdoulilah, Déjà, merci à Dieu Déjà pour commencer. d'être en vie parce qu'il y en a qui sont morts. Mais crois-moi que là, t'as vu, je pense que t'as vu, ça, là aujourd'hui, on a la plateforme, il y a YouTube du coup. Je pense que même s'il y aurait eu YouTube à 25 piges, j'aurais pas pu utiliser YouTube comme là on le fait. Donc il faut en profiter parce que voilà, des années plus tard, eh ben, on a une plateforme et on peut parler de certaines expériences ou de certains. Exactement. Ça- Merci pour le rappel. Pas de problème. cher Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Bref, Cher donc du coup, cher. Cher fantôme. En tout cas, ouais. Donc c'était quoi on allait dire quoi du coup? Vous voulez refaire son historique? Ouais, mais qu'est-ce qu'il époque? Déjà, Sarkozy, il arrive quand? Vous vous rappelez, vous Sarkozy, il arrive dans les années 80 à peu près, parce que c'est un avocat raté. C'est un avocat qui Oh fait, là là, mais ça n'engage que toi. Mais tu sais quoi, non mais tu sais, on va voir quoi? Bon, on va mais s'arrêter attends, sur- arrête de dire ça n'engage que moi. Il y a des faits. Non, mais c'est pas que C'est ça un mec s'appelle- qui a fait. Mais non, c'est un mec qui a fait des études de droit, mais qui n'a jamais réussi à avoir le barreau. Il n'a jamais pu plaider. Il a toujours jamais raté eu le l'examen barreau. du barreau. Il n'a pas le. Donc, Lui, c'est Lui, il est pour ça toujours que dans la Kadhafi- t'as vu, il a dit, il a jamais eu le barreau. T'as vu, il est toujours dans les pensées obscènes. t'as vu. Voilà, lui, Et incroyable. Il a jamais eu le barreau, c'est il- pour ça que Kadhafi il- l'a mis. Hein. Il est vraiment pas. il est vraiment, bizarrement, il a eu 4 enfants sans avoir le barreau, t'as vu? il est vraiment pas concentré. Hein. Il est vraiment pas concentré. Mais en fait, Ouais, je me concentre tout de suite. Concentre-toi, Je me concentre-toi. concentre, je me concentre podcast même. C'est il parti. a fait des études d'avocat, il a fait son diplôme de droit, mais il n'a jamais réussi à avoir l'examen du barreau pour plaider. Donc, vous connaissez les avocats, ils font leurs études de droit, mais après, ils ont un examen final, qui avec des magistrats, etc., qui leur permet de passer le truc final pour devenir avocat. Il n'a jamais réussi à le faire. Il a raté. C'est quelqu'un qui a raté plein de trucs. Je crois qu'il a raté l'ENA, il a raté tous les concours, majeurs. Ouais. Des hommes politiques, tu vois. Donc il a fait un diplôme de droit, mais après il s'est reconverti un peu droit d'affaires et tout machin. Donc c'est quand même un avocat de formation, mais qui n'a jamais pu plaider, qui n'a jamais pu pratiquer. Mhm. Mais c'est quelqu'un après qui était très doué. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais j'avais une prof à la fac de Nanterre qui était en fait de la. Ah, t'étais à Nanterre aussi? Ouais. Ah, mais aussi, j'étais à Nanterre. Ah bah voilà. Ok. Ouais. C'est la fac de Nanterre, ouais. Et j'avais une prof. Ah, vous faites les mecs de la fac? Elle voulait la placer, même si j'ai fait un an de merde. Elle voulait la placer. Ah oui, il fait le mec de la fac, lui, là. J'étais en LLCE anglo-américaine. Voilà, Ah, c'est c'était bien. ça mon truc. Non, mais c'est bien, t'es parti t'asseoir là-bas au moins, c'est bien. Ah ouais Je suis parti faire semblant un peu, un an. Ah, Ouais, bref, laisse-moi t'avoir coupé, dis-moi. Ouais, du coup, j'avais Dis-nous. une prof Ouais. là-bas de littérature qui avait le même âge que lui et qui était en cours avec lui. Et donc, il connaît. Et elle nous racontait à l'époque, ça date maintenant, tu vois. Elle nous disait que ouais, Sarkozy, genre, il était vraiment très moyen à l'école. Vraiment, il était vraiment moyen. Il avait pile la moyenne, etc. Mais que c'était un mec, déjà à l'époque de la fac, il était ultra engagé. Il était déjà dans toutes les associations. Il faisait des réunions, des manifestations. C'est quelqu'un qui était déjà dans ça très jeune et qui était très énergique, tu vois, dans tous ces trucs-là. Donc, il était très Parce qu'il est déterminé. petite taille, ça. Hein? C'est parce qu'il est petite taille. Ça engage que toi. Tu vas te mettre toutes les communautés à dos. Il va dire un Ah, truc, non, ça n'engage que moi, hein. Ça n'engage que moi. C'est ça? Non, on peut plus rien dire maintenant. Parce que ça engage quelqu'un maintenant. Ok, d'accord. Non, bah, je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, il était très déterminé parce que c'était pas un mec talentueux dans les études, même s'il a fait ses études quand même, tu vois, mais c'est pas un mec qui avait des bêtes de notes et tout, mais il a fait ses études. Et elle nous disait que voilà, il était ultra déter et qu'il a réussi comme ça en fait. Et il me semble que son premier poste vraiment important, c'est maire de Neuilly, qui est déjà un sacré accomplissement, quoi. Bien sûr. Ah Bien ouais. sûr. Non, mais en vrai, quand tu me parles de lui, bon, après, souvent, il faut dissocier le personnage. Le parcours, c'est un super Voilà. parcours, hein. Là, franchement, c'est inspirant ce que tu me dis là, de cette personne-là. Ouais, Tu vois, de ce côté-là, tu vois. Cette prof, ouais. Voilà.
Bah ouais, bah ça montre une personne déterminée et tout, etc. Hein. Donc, Et Ouais, puis ouais. l'art oratoire. En fait, moi, quand on parle de Sarkozy, c'est ce que je vois. C'est ouais. l'art oratoire. Il faut quand même lui reconnaître cette prestance-là. Bien Il a sûr. une prestance, il a l'art oratoire, malgré sa petite taille, il est quand même très prestant. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça, il a quelque chose, le mec, il a quelque chose. Bah, je vois, et c'est sûr que la question ne serait pas arrivé là où il Non. est arrivé. Hein, Ouais, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de, ouais. c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui se forme aussi perpétuellement. Et puis dans les débats, il était pas mal aussi, hein. Ouais, il était fort, il était fort. Il était un peu démagogique, mais il était fort. Très fort. Ouais. Et puis voilà, moi, son parcours, jusqu'à ce qu'il devienne président, je respectais quand même. Même c'est quelqu'un que je suis encore amené à écouter des fois, parce que récemment, il faisait des vidéos Ouais, il YouTube. fait des conférences, non? Ouais, exactement, il fait des Ouais. vidéos YouTube et des conférences où il va parler de sujets comme le droit, il va parler d'histoire, il va parler de littérature. C'est quelqu'un d'intéressant. Dans certaines mesures, c'est quelqu'un qui est inspirant, mais je ne peux pas le respecter par rapport à ce qu'il a fait quand il était président. Surtout 3-4 choses qui sont pour moi très graves À commencer par la première. Mais... et qui le disqualifient complètement à mes yeux en fait. D'accord. Mais moi, je pense que même avant d'être président, déjà, il était très scarlat dans sa proposition. Dans Ouais. à terroriser certaines populations. Voilà, ce qu'il a fait dans les Déjà. quartiers. Ce qu'il a fait dans les quartiers, c'est vrai que le Karcher, etc. De toute façon, en voyant d'où il vient, de quelle famille il vient, nous, intrinsèquement, on sait que ces gens-là ne nous aiment pas. Ils nous aiment que quand on leur ressemble, que quand on rentre dans leur monde et que quand on veut se conformer à leur monde. Mais quand on reste dans le nôtre, ils nous détestent. Ils nous méprisent. Et maintenant, les Arabes et les Noirs qu'on va voir autour de ces gens-là, c'est des Arabes et des Noirs qui vont se conformer à leurs règles à eux. Qui vont faire de la politique, ou qui ont réussi en tant qu'entrepreneurs, ou qui ont réussi dans les études ou autres, et qui sont rentrés dans leur cadastre, tu vois. Donc c'est là que tu te fais piéger. Tu vois Rachida Dati autour de lui. C'est pas un mec foncièrement raciste, je pense. Tu vois, pas du tout. Je dis que la dernière fois, j'ai vu Rachida Dati et sa fille dans un magasin, Ouais, tu m'as dit, ouais. place Vendôme. Ouais. Et ouais. Et du coup, c'est des gens. C'est un mec qui, c'est vrai que quand il est arrivé président, il avait amené Rachida Dati, Fadela Amara, il avait ramené. Comment ça s'appelle la Sénégalaise d'origine là comment ça s'appelle Ramayad. Ramayad. Ouais. Il avait ramené pas mal de. Le mec de SOS Racisme aussi, un art là. Ouais, c'était un écran de fumée, ça. Non, je pense qu'il y avait du vrai. C'est-à-dire je pense qu'il y avait du vrai. Je pense qu'il était sincère. Il a essayé d'amener un truc un peu dynamique. Il se rend compte que la France, elle est diverse, etc. Le seul truc, c'est que déjà, c'est un mec de droite. Donc avec des valeurs de droite. Traditionnelles. C'est un mec qui était maire de Neuilly-sur-Seine. Pas un mec, pas le maire de la On va pas Courneuve. l'oublier, ça, quand même. Voilà. D'ailleurs, il y a une anecdote là-bas, à Neuilly-sur-Seine. Justement, avec le forcené qui avait pris en otage une salle de classe de maternelle, hein. Ouais, il a été courageux, hein. Il a été courageux, mais moi, ce que j'ai trouvé un petit peu. Généralement, quand il y a des prises d'otages comme ça, les négociateurs sont souvent des mecs du RAID ou du GIGN, ça dépend le cas. Ouais, c'est le mec du raid, hein. C'est le mec du raid, hein, qui Non, non, le problème, c'est que c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que ça a été Sarkozy, le négociateur. Ah, parce qu'il voulait plus négocier avec personne. Voilà, et c'est là que moi, je trouve que. Enfin, je trouve. Je sais pas. Ah, c'est là que tu parles de. Là, c'est. Ouais, ça y est, je suis un plutôt- complotiste, je suis un illuminati, Ouais. c'est ça, ça y est, c'est bon. Ouais, t'es un complotiste, hein, pour le Ouais, coup. mais je me demande si justement c'était pas prévu. Voilà. Est-ce que c'était pas un coup médiatique, médiatico-politique? Tu vois? C'est possible, hein, en vrai. Dit comme ça, c'est vrai que, ouais. Ça, moi, j'ai pas calculé ce truc-là. Parce que mine de rien, quand vous regardez bien Sarkozy, après, bon, je suis dans la spéculation, on sent que c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup la lumière. Qui aime beaucoup la lumière et qui finalement est prêt à faire beaucoup de choses pour arriver à un endroit. Tu vois? Mais bon, il a été tellement prêt à faire beaucoup de choses qu'il s'est retrouvé à la santé. Mais bon, enfin bref, c'est encore un autre débat, ça. Ouais, non, mais bon, après, je pense qu'il en a profité aussi. Je pense que c'est quand même aussi un père de famille.
C'est quelqu'un d'engagé et malgré tout, il a pris des risques à aller rentrer dans ce truc-là, avec ce mec-là. Il aurait pu se faire fumer. Hein. Parce que le mec, il avait une bombe, je crois, sur lui. Ouais, si seulement c'est vrai, tu vois. Après, moi, sur ce coup-là, je suis un peu complotiste. Peut-être, ouais. Après, bon, c'est pas ça qui l'a fait péter parce que. Le mec, il s'appelait comment? Bomberman? C'est comment il s'appelait déjà, le mec? Il avait un blast bizarre, ses écrits étaient bizarres, tout était Mais bon, c'est pas une affaire qui l'a fait non plus exploser parce que c'était en 93. Et, et lui, c'était un. Non, mais c'est un personnage qu'on a retenu à partir de cette date-là. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, il était proche de Édouard Balladur. Sarkozy, je sais pas si vous vous rappelez. D'Édouard Balladur, que tout le monde pensait. Putain, Édouard Balladur, putain. C'était le mec promis à devenir extrêmement intelligent, peu de charisme, et c'était un mec qui était Très peu de charisme, une longue tête, là. Ouais, une tête de hibou un peu, là. Ouais. Bah, ça, c'est vrai, ça n'engage que toi. Et il était censé devenir voilà, le prochain président, etc. Il a fait un fiasco comme Jospin, d'ailleurs, contre Chirac. Édouard Balladur, et non. Non, Édouard Balladur n'est pas dans Marignane. Hein. Non, c'est Pasqua. Ouais, c'est pas. Oui, mais Pasqua est corse, non? Ouais, il est corse, bien sûr. Ouais. Corse, c'est mafieux. Parce que qu'est-ce qu'il faisait ce gars-là quand il parlait? Ah, j'aimais beaucoup, moi. Et en plus, il était fou de fumer des garros. Ouais, Des mais garros. Il était ultra Non, raciste. on en reparlera de Marignane. Il était ultra raciste, Pasqua. Hein. Ça risque d'être super intéressant, ça. On fera Ouais, un c'est tout passage le sur sera. Marignane. Non, mais c'est un corse. Hein. Tu te rappelles, non, Fantôme Marignane? Marignane, c'est quoi, c'est un prise de. L'aéroport de Marseille, Ouais. là, avec les Algériens. Ouais. C'était à l'aéroport d'Alger, il me semble. Et il devait aller à Marseille. Ouais. Mais il a pas atterri à Marignane? Non, je crois pas. Il me semble que non. Si, poteau. Prise d'otage. Si. Il a atterri à Marignane. Bien sûr qu'il a atterri à Marignane. C'est là qu'il y a eu l'assaut. Attends, fais voir. À Marignane. Parce que les mecs, à la base, ils voulaient se poser à Paris. Attention, si t'as raison, Bantou. Ah oui, il commence à Alger. Emmerdé. Non, mais non, c'est pas grave. La prise d'otage commence à Alger. Ouais, et elle termine à On Marignane. décolle ensuite vers Paris. Ah oui, il devait aller à Paris, mais il atterrit à Marseille. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce qu'il voulait cracher l'avion sur la Tour Eiffel. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est complotiste ou pas? Non, c'est vrai, c'était le. Non, mais ouais, c'est vrai. Je sais que c'est passé. Ah, attention, Fantôme. À cette période-là, l'Algérie, c'était très scaralas. C'était trop scar là. D'ailleurs, On fera un passage sur l'Algérie. D'ailleurs, on fera un passage sur l'Algérie. Mais non, mais parce que ça reste un pays africain quand même. Faudra aussi faire un passage. Ouais, ça reste du Nord. Il faudra aussi faire un passage à l'époque de. Il faut qu'il précise. Du Non, Nord. mais vu que vous parlez de l'Algérie, il faudra parler d'une période en France où c'était vraiment hardcore en termes de sécurité. Bien avant tout ce qui s'est passé par la suite, quand il y avait un mec qui s'appelait Khaled Kalkal. Faudra parler de cette période-là aussi. C'est ces années-là. C'est la même période. Ouais, ces années-là. Ouais, c'est pour ça qu'on faudra parler de ça. Voilà, faudra parler de ça. Avec le RERC, Ces nards-là, ils ont terrorisé attention. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Bantou est extrêmement bien renseigné sur cette période. Mieux que moi-même. Ouais, voilà, on fera un chapitre là-dessus. Ouais, il est très bien renseigné. Avec plaisir. J'ai des souvenirs de super ça. intéressant. Il va nous apprendre des trucs là. Les deux histoires sont liées. Hein. L'histoire de la France, elle est intrinsèquement liée à celle de l'Algérie. Ouais, c'est ça. Faire ça. Hein. En tout cas, bon, pour revenir sur Sarkozy, moi, si on digresse, etc., il y a 3 choses que je lui reproche principalement, et c'est pour ça que je peux pas être avec lui, même s'il y a des choses que j'aime chez lui. C'est 3 choses, voire 4. Première chose, le traité de Lisbonne. Donc ça, c'est un truc qui m'a dégoûté de ce mec-là. Qu'est-ce que c'est que le traité de Lisbonne? Parce que là... Justement, je vous explique. C'était le référendum. Vous vous rappelez, je vais vous donner les dates exactes. Référendum... Sarkozy, je vais vous donner les dates exactes, comme ça on va pas dire n'importe quoi. Surtout pas. Voilà. On est concentré ici. Voilà, référendum sur la Constitution européenne, c'était en mai 2005. Voilà. Donc Sarkozy, attends, non. Hop. En fait, voilà, il y a eu un référendum sous Chirac. Il me semble que c'était sous Chirac, ouais, c'est ça. Et que c'était par rapport à la Constitution européenne. La France avait voté non. Vous vous rappelez? Donc le non l'avait emporté. Il y avait différents pays qui avaient voté. Donc toute l'Europe avait voté. Et le non l'avait emporté 54% contre 45%. Donc les Français ont dit non. Et ensuite, je clique, voilà, le traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007, Sarkozy a si vous voulez, bypassé
le référendum qui a été fait par les Français pour réinclure, sans aucun vote, la Constitution européenne, qui a créé en plus une Europe beaucoup plus intégrée, à l'encontre de la volonté des Français. On ne savait pas, mais le drame, et vous avez raison, c'est que même avec toute la bonne volonté, même avec toute la conviction, et même avec tout le courage que peut avoir un homme politique, une fois arrivé au pouvoir, il découvre qu'il a quand même une grande partie de ses mains qui sont liées pour une raison simple, c'est que beaucoup d'éléments de la vie collective ont été retirés de la décision politique et confiés à des juridictions qui sont supranationales. Ou des juridictions non élues comme Conseil d'État, Confié, vous dites dire qu'on a laissé notre... Oui, mais même voté. Je rappelle que votre grand président que vous admirez tous, 2007, traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne, c'est je mets un revers, une baffe aux Français qui ont voté contre la Constitution européenne, qui finalement, alors à sa décharge, il avait annoncé dans son programme présidentiel, mais il y avait quand même beaucoup de choses, et je pense que beaucoup ont fait leur marché comme dans toutes les élections et ont oublié ça. Mais c'est dire, en gros, je confie la primauté du droit européen officiellement, je la ratifie sur le droit français. Et après on dit, bah oui, mais une fois arrivé au pouvoir, on peut pas parce qu'on est lié par tel et tel traité. Pardon, c'est le traité de Lisbonne de 2007. Et c'est peut-être une des plus grandes trahisons de la Ve République. On peut pas dire que Nicolas Sarkozy sur la démocratie, et la souveraineté du peuple. Mais si vous voulez... Je vais vous donner un détail plus précis. Voilà. En 2005, les Français votent par référendum le traité d'établissement de la Constitution européenne. Majorité, non. Ce que fait Sarkozy ensuite, 2007, élu président, fait adopter le traité de Lisbonne. Ce traité reprend essentiellement le contenu de 2005. Structure institutionnelle, présidence stable du Conseil européen, rôle renforcé du Parlement, mais sous une forme révisée. Surtout, il le fait ratifier par le Parlement, sans passer par un nouveau référendum. On parle de trahison, car cela a été perçu comme une trahison du vote populaire en 2005. Les Français ont dit non, Sarkozy a fait oui à leur place. Donc, ce qui s'est passé, ce fut un moment clé du désenchantement vers l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a l'Union européenne, donc on a l'euro qui arrive, vous vous rappelez tous, 2002, 2003, etc. La France et différents pays votent oui ou non. La France vote non. Dès qu'il passe président, quelques mois plus tard, bam, il fait passer un truc que les Français ont voté contre. Et ce qui donne aujourd'hui l'Europe complètement intégrée et une Europe qui est devenue illisible. Sarkozy en fait partie. Deuxième chose, la Libye, le fait qu'il ait détruit et attaqué un pays et qu'il ait créé un chaos total sans nom, tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui, là. Même si c'est la faute des gens qui sont sur place, mais la crise migratoire, l'esclavage, tous les morts qu'il y a eu, la destruction d'un régime, c'est Sarkozy. Ouais, le protagoniste, un des protagonistes, c'est Sarkozy. Non, c'est le protagoniste principal. Parce que c'est lui qui a voulu déclencher cette guerre. Ces propos n'appartiennent qu'à toi. Non, je rigole. Ah non, mais c'est pour ça qu'il est en prison aussi, là. Hein. Il est en prison par rapport à la Libye. Hein. Non, bah, on en parlera après, à la fin. Voilà. Et là, pour l'instant, ouais. Il y a ça, le fait qu'il ait vendu l'or de la France au plus bas. Je sais pas si vous savez ça. Mais la France, on avait les 3e stocks du monde. Non, on a les 4e, mais on avait les 3e stocks du monde d'or. Il les a vendus au plus bas, je crois que on était à 6 000 ou 7 000 euros du kilo. Donc, c'est quoi le classement d'ailleurs? Ça peut être intéressant. Le classement, c'est quoi, par petite parenthèse? Le classement de tête, ça doit être États-Unis, Chine, Italie, France, Allemagne, je crois. Attends, je vais vous confirmer. Classement stock d'or monde. Même si la Chine, ils ont... Classement du stock d'or. Ah, c'est États-Unis, ah voilà. États-Unis, Allemagne, Italie, France, Russie, Chine. Mais dans les faits, parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse un peu, la Chine est première. Parce qu'ils achètent de manière informelle depuis des années. Donc c'est les Chinois les premiers, je pense, en réel. Mais ouais, c'est États-Unis, Allemagne, Italie, France. Et avant, la France était 3e. Il a vendu au pire moment énormément d'or. Donc il a fait plusieurs choses comme ça qui sont, pour moi, des trahisons. Et surtout, ce qu'il a fait, et on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il a complètement désintégré la Ve République. Parce que tu as vu ce que tu disais tout à l'heure, Fantôme, tu disais, ouais, quand Sarkozy il était ministre de l'Intérieur, on voyait que lui, et Chirac, on ne voyait pas. Mais en fait, si vous regardez les structures de la Ve République, c'est pour ça que depuis Sarkozy, c'est devenu n'importe quoi, la France, c'est que quand Charles de Gaulle, il fonde la Ve République, il détruit la 4ème République, mais il fonde la 5ème République, c'est un mandat présidentiel, mais le gouvernement, si vous regardez bien, il est constitué par le Premier ministre, en quelque sorte. Donc, le président nomme un Premier ministre, et le Premier ministre constitue son gouvernement.
À la base, c'est comme ça. Et le Premier ministre gouverne. Et le président de la République préside. Ça veut dire que sur les thématiques de la vie de tous les jours en France, normalement, on doit être dirigé par le Premier ministre, pas par le président. Le président, il prend des décisions tranchées. Le président, il a le droit de veto, il a l'accès à la bombe nucléaire, il prend les grandes décisions de direction du pays. Mais sur la vie de tous les jours, normalement, c'est le Premier ministre. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça que tu as eu l'alternance, tu as eu, voilà, tu peux avoir un président de droite, un Premier ministre de gauche, ou communiste, peu importe. Sarkozy, quand il arrive, on l'appelle l'hyper-président. Il tue le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est son sous-fifre. Il en a rien à foutre. Il prend toutes les décisions, on voit que lui. Et quand il fait ça, et ben en fait, la 5ème République, ça devient n'importe quoi. Parce que le président de la République française, dans les institutions mondiales, ça je pouvais vérifier, il est considéré comme le 3e chef d'État le plus puissant du monde. Après la Chine et la Russie. Devant le président américain. Pas par la puissance intrinsèque du pays, mais par sa capacité à tout décider. Parce que le président français, il peut déclencher la guerre lui-même, dissoudre l'Assemblée nationale, prendre des décisions stratégiques clés sans aucun vote. Il a trop de pouvoir, le président français. Il peut faire plein de trucs sans faire voter l'Assemblée nationale. Alors que le président des États-Unis, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il y a le Parlement en face de lui, et il est obligé de faire voter énormément de trucs. C'est comme Obama, dans son 2e mandat, il avait énormément d'élus contre lui. Il y a plein de choses qu'il n'a pas pu faire. Ouais, parce que là-bas, c'est les États, les sénateurs, tout ça, là. Exactement, les sénateurs, les gouverneurs, exactement, les parlementaires, quoi. Ouais. Alors qu'en France, le président, il a l'Assemblée nationale et le Sénat, mais il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut mais du coup, petite parenthèse, même, en vrai, le président américain il a plus de pouvoir à l'extérieur des États-Unis qu'à l'intérieur des États-Unis. Même à l'extérieur, ouais, en quelque sorte, mais même à l'extérieur, s'il veut faire la guerre, déclencher une vraie guerre, il peut faire des interventions rapides, le président américain. Mais pour déclencher une guerre, il peut pas. Il doit faire voter. C'est pour ça qu'à l'époque, Colin Powell, il se déplace avec sa petite fiole et il dit à tout le monde, regardez, on a des preuves de blablabla, et ils font voter la guerre et ils attaquent l'Irak. Alors que le président français, il n'a pas besoin de ça, en réel. Il est censé faire voter, mais s'il force, il passe. Et il peut faire une guerre. Il a fait une guerre. Regardez Sarkozy, il attaque la Libye comme il veut. Regardez, rappelez-vous d'un truc. Quand on a eu les attentats du Bataclan, le lendemain, on a bombardé la Syrie quand même. Hein. Le lendemain. Hein. Donc le président français a trop de pouvoir. Et la structure de la 5ème République, il devrait être détaché. On devrait le voir peu normalement. Surtout quand tu vois la 3ème et la 4ème République, comment elle est constituée, c'était comme ça. Et Sarkozy, il a tué ça. Il a niqué le système. Complètement. Il a pris Fillon, c'était son sous-fifre. Tous ses premiers ministres, là. Bon, d'abord, il a eu Raffarin, etc., donc il était un peu plus solide. Mais il a Jean-Pierre Raffarin. Vous vous rappelez, ouais. Il y a un mec qu'on appelait Raffarin, ça retrouve. Voilà. Donc moi, c'est ça que je lui reproche à ce mec-là. Il a essayé de faire des bons trucs, il a amené une dynamique, il a travaillé plus, gagné plus, etc., etc., etc. Mais ça a été il a été mégalomane. C'était pas il n'avait pas la carrure d'un chef d'État. Pour moi. Ouais, t'es très mal. Ouais, donc même toi qui dis ça, la mégalomane, je vais rebondir là-dessus, là. Du coup, on l'a pu constater quand on était. La prochaine fois, je dis Premier ministre. Ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il était scarlat à ce moment-là? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il était scarlat, wesh. Putain. C'était fou, hein. On voyait que lui, à la télé, à la radio, dans les journaux, 20 minutes, c'était que Sarkozy partout. Ah, il était partout, il avait fait vraiment un pressing digne du PSG actuel. D'ailleurs, merci à lui pour le PSG. Hein. En petite parenthèse, merci à lui pour le PSG. Parce que c'est lui qui fait venir les Qataris, donc qui vend. Ouais, c'est lui qui les fait. Ouais. Donc ouais. Ça m'emmerde de le dire. L'avantage fiscal pour les Qataris. Donc ouais, ça faut le reconnaître. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, à l'époque de Sarkozy, je me rappelle que moi, dans ma vie, là, je crois que j'ai voté une fois ou deux. Mais la fois où j'ai voté, je me rappelle, c'était pour une élection. Et je me dis, en fait, lui, il est tellement scarlat. Parce que moi, j'ai toujours été dans une politique où je vote pas, je m'en bats les couilles. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire, là? T'as voté pour qui? À ce moment-là, quand lui, il était là en mode, vas-y, Sarkozy, donc, du coup, il a fait la transition ministre de l'Intérieur.
et ensuite candidat de la présidentielle. Je sais plus, il était contre qui à ce moment-là. C'était pas contre Hollande. Alors, non. En 2007, il était contre Ségolène Royal. Ségolène Royal, voilà, Ségolène Royal. D'abord, il a eu un duel dans le parti pour être élu, donc pour être le candidat du RPR. À l'époque, il me semble que c'était encore le RPR. Non, c'était l'UMP déjà, je crois. Et c'était contre Dominique de Villepin. Et d'ailleurs, c'était un grand duel où il a détruit Dominique de Villepin médiatiquement. Ah bah ouais, bah c'est sûr qu'il l'a détruit médiatiquement, parce qu'après, c'était lui le candidat du parti. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à cette époque-là, il était tellement scarlat dans son bail, là, que je me dis, je vais aller voter. Je suis parti à la mairie, je suis parti faire ma carte électorale, etc. Je dis, moi, je vais voter contre lui. J'étais trop scarlat. Bah moi, en 2007, moi, je pouvais pas voter à cette époque-là, mais ma famille, on était grave engagés derrière Ségolène Royal. D'ailleurs, j'étais même parti au stade Charletti, etc., machin. Et il a gagné aussi parce que le PS... Parti faire quoi au stade Charletti, mon ref? Il y avait un concert... Le Kerry James. Ouais, entre autres, ouais. Ouais, je me rappelle. Ouais. J'étais En fait, des artistes, avec pardon. la famille et tout, et on était derrière cette go-là. Parce que voilà, contre Sarko, hein, tu vois. Et c'était le jour de l'élection, justement. Mais Ségolène Royal, elle aurait pu gagner, sauf qu'elle s'est fait trahir par son parti, et elle s'est fait trahir par François Hollande. Ils l'ont laissé. Non, mais je pense que aussi, en vrai de vrai, Sarkozy, il était au top. C'est-à-dire que je pense que parce que elle aurait pu à ce gagner. moment-là, là, je parle de moi, et je pense qu'il y a plein de gens dans mon cas, c'est-à-dire des gens de banlieue, donc d'ethniques, d'origine ethnique, qui sont partis voter. Et je pense que là, c'était vraiment en masse, parce qu'il y avait une propagande de ouais, faut aller voter, et le truc qui était clair, c'était vote contre Sarkozy. Et voter contre Sarkozy. À chaque élection, c'était toujours comme ça. Mais à chaque élection, c'est comme ça. Mais t'as vu, à chaque fois, t'as eu, c'est dispatché, les voix vont un peu partout. Alors que là. Ouais, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Alors que là, à cette époque-là, on savait, même si Ségolène Royal, cassait les couilles à tout le monde, parce que déjà, c'était une fameuse. Parce que, vas-y, casser les couilles était trop soft et tout, etc. Tout le monde, en tout cas, je pense, en banlieue et les gens qui se sentaient concernés par Sarkozy qui casse les couilles, là, les gens, ils étaient en mode, on vote pour Ségolène Royal. Et même moi, cette propagande-là, j'ai succombé à cette propagande-là. Mais moi, tu vois, je pense qu'avec du recul, Ségolène Royal, elle aurait fait une bonne présidente. Vraiment. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un, avec le temps, aujourd'hui, là, parce qu'après, entre-temps, vous m'entendez, hein? Ouais. Elle est redevenue ministre, ensuite, par Macron, etc. Et c'est quelqu'un, comme elle a beaucoup de recul sur le pouvoir, etc. Parce que bon, elle était dans le Parti Socialiste depuis très longtemps. Et puis voilà, son ex était François Hollande, elle était mariée avec François Hollande pendant longtemps. Elle a des enfants avec lui, etc. Donc elle connaît très bien les arcanes du pouvoir, etc. Et c'est quelqu'un qui avait des vraies idées, qui défendait vraiment ses idées. Et qui avait vraiment une vision pour la jeunesse, pour le développement des gens, pour l'égalité, etc. Je pense qu'elle aurait fait une bonne présidente. Mais elle n'avait pas l'image, et elle n'avait pas surtout à ce moment-là, elle passait pour un peu faible, ce qu'elle n'est pas en vrai. Elle n'est pas si faible que ça. Et surtout, elle n'a pas gagné, ça faudrait se renseigner aussi là-dessus, parce que son parti l'a abandonné. François Hollande, son ex-mari, l'a laissé, ils l'ont trahi, et surtout Dominique Strauss-Kahn. Il ne voulait pas qu'elle gagne. Moi, vraiment, je pense sincèrement que, t'as vu, c'est un argument qui tient, mais moi, je pense vraiment sincèrement qu'à l'époque, là, du duel Sarkozy-Ségolène Royal, que, malgré toute la bonne volonté du monde, elle aurait jamais gagné. Même moi, je pense qu'elle aurait pu. Avec une popularité, etc. En termes de vote de l'opposition, entre guillemets, parce que la France était coupée en deux. Il y avait plus de monde. Pourquoi je te dis ça? Attends, c'est moi. Faudra aller regarder les statistiques de nombre de votants. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les statistiques, il y a beaucoup de taux d'abstention. J'ai du mal aujourd'hui. Bref, vous m'avez compris. Et t'as vu, à l'époque, là, si je regarde à cette époque-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté. Hein. Tu vois? Je pense que là, c'était pas comme maintenant, où genre, au moins en dessous de la moitié des gens, ils votent pas. Tu vois? Oui, non, c'est sûr, il y a plus de participation. Mais en fait, Sarkozy, il n'a pas voté beaucoup. De mémoire, c'était 52-48 ou 51-49. Mais surtout, je te dis ça, c'est que Ségolène Royal, elle n'a pas bénéficié de l'appui de son parti. Ça veut dire que le Parti Socialiste ne lui a pas donné la puissance du parti pour faire sa pub. Elle a été abandonnée. Donc, Sarkozy, il avait l'appui de tout le monde. Il avait... regardez, t'as même des mecs qui étaient censés voter à gauche qui ont voté pour lui à la fin, des gens connus comme Doc Gynéco, tout ça. Ouais, Doc Gynéco, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais Ségolène Royal a été complètement abandonnée par son parti.
ils ne voulaient pas que ça soit elle. Ils étaient dégoûtés à la gauche. Donc elle n'a pas du tout eu Tout le monde était contre elle. Et elle a quand même fait un bon score. Donc moi je pense, je sais pas, je dis pas qu'elle aurait gagné, mais que ça aurait été plus serré si elle avait eu l'appui de son parti, quoi. Vraiment. Alors que c'était déjà serré. Ok, ça aurait été encore plus serré. Hein. Ouais. Elle aurait potentiellement pu gagner avec une campagne vraiment bien gérée par son parti. Mais le chef du Parti Socialiste, c'était François Hollande, et il était contre elle. Donc forcément, quand ton parti il est contre toi, ta campagne, elle est... Quand ton mari il est contre toi. Ouais. Ton propre ennemi, c'est ton mari. Ouais, donc, à l'époque. De mémoire, t'as même Strauss-Kahn qui avait fait des interventions qui disaient que bon, oui, elle est candidate, mais c'est pas forcément la plus compétente. T'imagines? Ouais, c'était un peu du n'importe quoi. Hein. La gauche, c'est des enculés aussi quand ils veulent. Laisse tomber. Mais bon. Mais voilà, mais après, ouais, vous voulez reparler de la période Karcher, tout ça? Ouais. Non, mais bon, surtout que ce que tu as à dire là-dessus, de cette époque-là, du coup. La période Karcher. Ouais, la période Karcher. Ça, c'était en quoi? C'est quoi tes souvenirs de Sarkozy, du coup? Bah, le souvenir, c'est justement le jour où il va à Argenteuil. Parce que bon, nous sommes d'une commune voisine. À la ZUP, il était à la ZUP, vraiment pas loin. Il est parti à la ZUP et il a fait ce fameux discours-là. Mais je trouve que c'est assez couillu ce qu'il a fait quand même. Ce qu'il a proposé, c'est couillu. D'aller dans un quartier comme la ZUP. Surtout à l'époque. Hein. Surtout à l'époque, comme tu dis. Et balancer ce discours-là. Nettoyer les jeunes au Karcher. Pointer du doigt, on va se débarrasser de ces jeunes-là au Karcher. Pointer du doigt un mec par la fête, c'est ça. Exactement. Et puis dans notre jeunesse. Faut le retrouver ce mec-là, faut que je le retrouve. Ça serait bien de le retrouver. Mais si tu peux retrouver même l'image, ça serait pas mal, ça. Pour le montage, ce serait pas mal. Quand on est petit, dans notre jeunesse, ça c'était en 2002, ça. 2002, hein. Putain, ça me rajeunit pas tout ça. Ça nous rajeunit pas exactement, et puis on est en plein dans l'adolescence, du moins. Ça nous touche. Ouais. Ça nous touche parce que c'est un personnage d'État. Donc, automatiquement, on le prend mal, tu vois. Ouais. Pour ce qu'on représente, nous, finalement, tu vois. Et donc, c'est un élu, quelque part, c'est quelqu'un qui représente l'État, qui vient comme ça, qui se déplace chez nous, et qui, au final, nous insulte d'une certaine manière, tu vois. Donc... Mais là où lui, il était en fait vraiment très scarlat et que genre, tu peux comparer le jour où Jacques Chirac était parti à Mantes-la-Jolie. Mais quand il était parti à Mantes-la-Jolie, là, comment il était reçu et tout, se faire cracher dessus, tout ça, etc. Là, tu vois. Tu vois. Tellement, t'as vu, il était pas respecté. Où les gens n'avaient pas peur de lui, tu vois. On va dire Sarkozy, personne ne le respectait en banlieue. Truc, mais en tout cas, il y avait une peur. Genre que personne ne s'est permis de lui cracher dessus, de l'insulter, tu vois. Parce qu'il y aurait eu des conséquences. Je pense pas que quand Chirac il est parti à Mantes-la-Jolie et que t'as vu, je sais pas, il est parti faire quoi, et qu'il se fait cracher dessus, qu'il y a un mec, il a été sanctionné par rapport à ça. Qu'un mec, il s'est fait péter ou quoi. Il s'est rien passé derrière. J'en sais trop rien, mais en tout cas, il dégageait quelque chose de très autoritaire. Personne ne peut le nier. Ouais, bien sûr. Voilà. Il dégageait quelque chose d'autoritaire. Mais pourquoi? Par la réplique, tout simplement. Parce que le mec, il avait une posture. Ça veut dire, il prend la décision de dire ce truc-là et il s'en bat les couilles derrière des conséquences. Il s'en bat les couilles. Ouais, voilà. Et puis, en fait, quand il fait ça, en plus, Chirac n'est pas content. Hein, parce que Chirac et Sarkozy se détestent. Hein. Ouais, mais pourquoi? Mais voilà, mais ça, c'est très bien ce que tu dis. Mais pourquoi, du coup? Parce que celui qui décidait de mettre... Ah non, c'est pas le président, finalement, qui l'a mis en place. Enfin, c'est le président ou le Premier ministre? Mais voilà, c'est en concertation. Parce qu'en fait, le Premier ministre présente sa liste de gouvernement et le président accepte ou refuse. Voilà. Mais attends, c'était pas l'époque de la cohabitation? Quand Sarkozy, il arrive, c'est... Si. Attends. La cohabitation, c'est Jospin. Il se fait... Non. La cohabitation, c'est premier mandat de Chirac. Deuxième mandat de Chirac. Non, il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation à ce moment-là? Ok. Chirac bat Le Pen. Du coup, après, non, son Premier ministre, non. Ok, autant pour moi, alors, parce que là, tu dis que Chirac, il détestait Sarkozy. Bah, comment ça se fait que le mec qui déteste, il le met en ce plat?
Parce que, en fait, les Et présidents... en plus, excuse-moi, et la vie meurt que Chirac, on dirait il était absent, j'allais dire mort. Ça là, mais il n'existait pas, on le voyait nulle part après à ce moment-là. Chirac, à cette époque-là. il commençait à vieillir, déjà. Il avait fait son 2e mandat. Ouais. Chirac, il a... Lui, c'était à l'époque du septennat, c'est comme ça qu'on dit? Exactement, il a fait septennat, quinquennat. Donc, en fait, mais attends, lui, il a fait 14 piges au pouvoir, il a pas fait 5 piges derrière. Il a fait 12 ans. Il a fait 12 ans. Il a fait un septennat et ensuite, sous son mandat, ils ont modifié la loi, ils ont mis 5 ans. C'est pas le quinquennat. Ah, pardon, c'est François Mitterrand qui a fait... François Mitterrand, il a fait 14 ans. Ouais, il a fait 14 piges. Autant pour moi aussi. Ouais. Et du coup, il a fait septennat, quinquennat. Et du coup, ce qu'ils font les présidents, pour rester populaires, ils sont obligés d'élire des gens populaires. Donc, ils prenaient Sarkozy parce que Sarkozy, il montait. Il devenait connu, donc il l'a mis... Et surtout, il était à l'UMP. C'est un mec de l'UMP. Qui est là depuis très longtemps. Il était sous Balladur, etc. Donc, des fois, t'es un peu obligé de prendre des gens que t'aimes pas, tu vois. C'est partie du jeu. C'est comme ça. D'accord. Et du coup, voilà. Donc, il le nomme et puis après, il fait sa carrière politique. Hein. Chirac, après, voilà, il pouvait plus se faire élire, il commence à vieillir. En fait, comme il était fatigué, c'est son 2e mandat, il était sur la fin. Il a dit, bon, vas-y, tranquille, je vais le laisser faire. Et pendant ce temps-là, lui, il est tranquille. Mais je sais qu'au début, il n'y avait pas tant de problèmes que ça entre les deux. Après, c'est parti un peu en live. Mais je pense que les problèmes, ils ont dû commencer quand il a vu l'ampleur que prenait, la place que prenait Sarkozy à ce moment-là. Voilà. Mais du coup, je pense que chacun l'a donné. Bon, il est parti de son... Il est allé de son anecdote. On va clôturer la vidéo, mais voilà. Du coup, pourquoi il est en prison? On va terminer avec ça. Le pourquoi du comment. Pourquoi il est parti en prison, du coup? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Justement, tout à l'heure, j'ai fait une recherche pour être exact, mais bon, de base, il est en prison pour l'affaire libyenne, pour les financements libyens. Vous vous rappelez de ça? Comment il a financé sa campagne. Ok, je vous explique l'affaire Sarkozy-Kadhafi en plus ou moins 3 minutes. Nous sommes le 12 mars 2012. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Mediapart publie une enquête qui va faire l'effet d'une bombe. Le journal en ligne affirme en effet détenir une note datée de décembre 2006 indiquant que le régime de Mouammar Kadhafi aurait accepté de financer la campagne de Sarkozy de 2007 à hauteur de 50 millions d'euros. Le 28 avril, Mediapart enfonce le clou en divulguant un document signé par Moussa Koussa, chef des renseignements libyens, confirmant l'existence d'un accord pour le financement de la campagne de Sarkozy. Les révélations impliquent également des proches du président, comme l'ancien ministre Brice Hortefeux et surtout l'homme d'affaires Ziad Takedine. 2014, nouveau rebondissement. Les enquêteurs décident de placer sur écoute le téléphone de Sarkozy dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen. Ils découvrent alors que l'ancien président utilise une ligne téléphonique secrète sous le pseudonyme de Paul Bismuth pour échanger avec son avocat Thierry Herzog. Ces conversations laissent penser que les deux hommes auraient tenté de corrompre un magistrat de la Cour de cassation afin d'obtenir des informations confidentielles sur une autre enquête concernant Sarkozy, l'affaire Weurs-Bettencourt. On avance en septembre 2016. La justice met la main sur le carnet secret de Choukri Ghanem, ancien ministre du pétrole de Mouammar Kadhafi, retrouvé mort noyé le lendemain des premières révélations de Mediapart. Dans ce carnet, on trouve des notes détaillant une série de versements à hauteur de 6,5 millions d'euros versés à Nicolas Sarkozy pendant sa campagne de 2007. Novembre 2016, l'homme d'affaires Ziad Takedine fait une déclaration fracassante. Dans une interview accordée à Mediapart, il affirme avoir personnellement remis 5 millions d'euros en liquide à Nicolas Sarkozy et à son directeur de campagne Claude Guéant entre 2006 et 2007 provenant du régime libyen. Un an et demi plus tard, nous voilà en mars 2018. Après 48 heures de garde à vue, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens et est placé sous contrôle judiciaire. Novembre 2020, Ziad Takedine donne une interview à BFM TV dans laquelle il retire ses accusations contre Nicolas Sarkozy, affirmant qu'il n'y a pas eu de financement libyen pour la campagne présidentielle de 2007. Mais on apprendra par la suite que cette rétractation aurait été orchestrée de toutes pièces par Mimi Marchand, figure influente des médias, ainsi que par certains hauts responsables de BFM TV. 1er mars 2021, dans l'affaire des écoutes téléphoniques, ou affaire Bismuth, le tribunal correctionnel de Paris condamne Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. La peine sera confirmée en appel et la prison ferme aménagée en détention à domicile sous bracelet électronique. Mai 2023, le parquet national financier demande le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel, ainsi que 12 autres personnes. Les procureurs estiment avoir réuni suffisamment d'éléments
d'éléments pour démontrer l'existence d'un pacte corruptif entre Sarkozy et Kadhafi visant à financer illégalement la campagne de 2007. Et nous voilà donc en décembre 2024. Dans quelques semaines, s'ouvrira enfin le tentaculaire procès de l'affaire du financement libyen ou affaire Sarkozy-Kadhafi. Cette affaire qui a donné naissance à d'autres affaires dans l'affaire et qui, encore aujourd'hui, reste mal compris par la plupart des gens. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous aura permis d'y voir un peu plus clair, et d'ailleurs répondez-moi sincèrement en commentaire. Selon vous, Sarkozy, coupable ou innocent? Ouais. Donc en fait, en 2000... Parce que de mémoire, en France, en fait, comme dans tous les pays, il y a un budget maximal pour financer une campagne présidentielle. On peut pas dépasser, je crois, 7 millions d'euros ou un truc comme ça. Et tu dois justifier de tous les financements. Donc c'est des dons, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des entreprises, des privés, bon voilà, il y a tout un délire comme ça. Et en fait, ce mec-là, il était déjà proche donc, de Kadhafi. Parce que Kadhafi, en bon chef d'État africain, il invitait tous les politiques de beaucoup de pays, dont la France, comme a pu faire Omar Bongo. Hein. D'ailleurs, petite digression très rapide, sous Jacques Chirac, Omar Bongo choisissait plus de 50% des ministres. Oh, attends, coupe le micro. Ouais. T'entends? Coupe. Non, regarde, coupe l'enregistrement pour l'instant. Là où t'es. Ouais, bon, je disais, les chefs d'État français ont toujours eu des liens très forts avec les chefs d'État africains qui, eux, essayaient d'influencer leur avenir en leur donnant de l'argent. Simplement, en étant influent avec l'argent. Pour ça, je disais qu'Omar Bongo est très connu pour avoir, pendant longtemps, choisi avec Jacques Chirac beaucoup de ministres français. Donc je suis presque tombé de ma chaise quand je l'ai lu dans votre livre. Vous dites qu'en 2005, Chirac va former un gouvernement. Omar Bongo fait la liste du gouvernement français qu'il souhaiterait voir. Il vous la soumet et ensuite, les jours suivants, il fait venir les ministrables dans son hôtel à Paris pour leur faire passer une sorte de grand oral. Enfin, c'est surréaliste. Comment ça s'est passé? Le président Bongo arrive à l'hôtel Meurice. Au téléphone, il avait dû parler à Jacques Chirac. Et il me dit, bon, fiston, comme il m'appelait, on va faire le gouvernement. Jacques m'a parlé de plusieurs ministres. Et il m'a dit qu'il fallait que je connaisse la nouvelle génération. Parmi eux, il y avait les noms que vous connaissez. Et il m'a dit, il s'est levé, il a pris un papier à lettres. Il m'a dit, bon, tu écris. Et il a fait le gouvernement. On voit la liste. Hein. Voilà. Il me dit, maintenant, tu vas porter ça à Jacques. Je vais faire mettre ça au propre. Il a donné ça au secrétariat, à l'hôtel Meurice, hein, secrétaire du président. Et la lettre est pliée. Je vais à l'Élysée. Je la remets à la secrétaire du président. Et je m'en vais. Je retourne à l'hôtel Meurice. Il me dit, bon, voilà, je vais recevoir tel. Il les a reçus. Et sur les 9 ou 10 qu'il a reçus, 8 ont été promus ministres du gouvernement français. C'est le président Bongo qui l'a souhaité, mais de manière pressante. Omar Bongo, il était là, en direct de Libreville. Il choisissait les ministres français. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sortaient de l'ENA ou qui étaient des gens avec du potentiel. C'est tous un cercle, hein. Que ce soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, tout le spectre. Ils avaient tous cet adresse-là. Donc, quand il était à Paris, dans ses hôtels particuliers, il venait le voir pour demander des conseils, discuter, faire connaissance, etc. Lui, ça lui permettait d'influencer dans ses affaires aussi, parce que de voir les futurs potentiels chefs d'État en France, ou gens influents en France, c'est du réseau, c'est du on appelle ça, c'est du lobbying, tu vois. Et donc lui, en finançant un peu les gens, parce que l'argent était limité, et ben il s'assure aussi leur soutien. Mais à la fin, il était tellement intelligent, Omar Bongo, tellement bien renseigné, tellement pointu dans la politique française, que Jacques Chirac lui demandait énormément de conseils sur beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Il était très influent, ce mec-là. Ça, c'est des trucs cachés de l'État français, ça, finalement. Ouais. Ah oui, parce que la France-Afrique, elle était dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a énormément de chefs d'État français qui respectaient aussi certains chefs d'État africains, qui étaient très intelligents, dont Omar Bongo.
Et donc, l'Afrique n'avancera jamais. C'est à cause de ça. C'est à cause de ces conneries-là. Bref. Ouais. Et bref. Et du coup, voilà. Et donc Kadhafi, il recevait tout le monde et puis il donnait de l'argent un peu à tout le monde. Et Sarkozy est parti financer sa campagne présidentielle là-bas, avec du cash. Avec le fameux Claude Guéant et... donc là, du coup, aujourd'hui, Sarkozy est condamné. Donc il est prouvé que, que Kadhafi lui ait remis des valises et tout, des mallettes d'oseille. Ça, c'est réel, alors, du coup. Oui, enfin, non, par rapport au jugement, je sais pas, moi. De toute façon, j'étais pas là, mais voilà. C'est quoi qui ressort? Alors justement, j'ai fait le compte-rendu. Donc le compte-rendu exact. Fait retenu contre Nicolas Sarkozy. Reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Le tribunal estime qu'il a laissé ses proches solliciter le régime de Kadhafi pour obtenir des fonds. Donc ses proches, ils n'ont pas réussi à inculper lui. Les juges parlent d'une organisation occulte compromettant la confiance dans les institutions. Fait non retenu. Pas de preuve que l'argent libyen ait été versé à la campagne. Relaxer des accusations de corruption, de recel de fonds publics libyens et de financement illégal. 5 ans de prison ferme, dont exécution immédiate. 100 000 € d'amende, interdiction de droits civiques pendant 5 ans. Voilà, donc il a été condamné pour une partie des faits. Il y a une autre partie des faits qui n'ont pas été totalement reconnus, même s'il y a des grands soupçons. Parce qu'en fait, moi j'avais suivi ce truc-là aussi à l'époque avec Claude Guéant, là, qui était aussi condamné, il me semble. Parce que en fait, ils ont retrouvé énormément de sommes en cash. Et il y avait des distributions de sommes liquides très importantes à tous les gens qui étaient... Parce qu'en fait, il faut financer une campagne. Tous les gens là qui vont distribuer des tracts ou qui vont faire du réseau, etc., étaient tous payés en cash. Donc, quand il fallait justifier de cet argent-là, ils n'y arrivaient pas. Et c'était remonté avec l'argent libyen. Et quand Kadhafi, il s'est fait fumer, comme par hasard au moment où l'affaire libyenne la pète, et que l'entourage de Kadhafi disait qu'on va fournir les preuves qu'on a financé la campagne présidentielle, il y a eu la guerre, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, c'est très probable que ce mec-là, il est décidé de couper la tête de Kadhafi pour ne pas être condamné en France. Et moi, je trouve ça quand même dégueulasse d'être capable de détruire un pays pour son intérêt à soi. Ouais. C'est quand même une dinguerie, hein. C'est l'histoire du monde, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, quand même. Donc, voilà. Mais là, comme ça, dans les temps modernes, faire un truc comme ça. Ouais, quand même. Je veux dire. Quand même, c'est. Et quand on regarde l'état de la Libye aujourd'hui, les gars, quand même. Je dis dans les temps modernes, comme tu as dit, on est juste dans les temps modernes. Finalement, ça continue. C'est sûr, il y a des trucs qu'on n'est pas au courant. Etc. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, je veux dire, faire quelque chose. qu'on le vit, c'est tout, hein. On le vit. Exactement. Ouais. Faire quelque chose d'aussi gros. Quand même. Voilà, c'est un pays qui avait un chef qui était, comment il s'appelle, Kadhafi. C'est un personnage. Tu viens, vous le fumez. Le pays, ça devient la chienlit, ça devient n'importe quoi aujourd'hui. C'est une zone de non-droit. Il y a même de l'esclavage aujourd'hui là-bas. Alors, quand on sait ce que c'était que la Libye, nos parents, mon propre père, comment il parlait de la Libye, mon frère, c'était quelque chose. C'était quelque chose, la Libye. Kadhafi, c'est plus rien. Kadhafi, il était dans la Libye. Sarkozy, il a la tête de ce truc-là. Donc, voilà, là, je deviens un peu véhément. Il a la tête même de ce bordel là. Même si il nous a donné le club qu'est le PSG, il doit quand même payer ce truc-là. J'ai une question à poser. Est-ce que c'était pas au moins de se faire pardonner par rapport à ça ou auprès de la banlieue? Excusez-moi les gars, je vais vous rendre service. Je vais vous donner un club, un gros club dans la capitale. Comme ça, vous allez oublier. Mais bon, après, comme vous adorez le divertissement, voilà. Après, on n'a pas eu besoin de lui pour être supporter du PSG, tu vois. Nous, on est des supporters avant les Qataris. Non, bien sûr, bien sûr. Lui aussi. Il a apporté une nouvelle dynamique, c'est sûr, parce que lui-même, il aime le foot, apparemment, il aime ce club. Voilà. Il a fait le truc, c'est du business. Mais, ce qu'il a fait à la Libye, donc, grosso merdo, je reprends l'expression de Photo, il a fait, tu vois, ça rentre. Ouais, bien sûr, ouais. Ce qu'il a fait à l'Afrique, parce que la Libye, ça reste en Afrique. Eh ben, mais non, comme moi je vais reprendre l'expression de Mundibou, il a dit je vais jeter un pavé dans la mare. Donc il a dit est-ce que en fait, on n'est pas des mauvaises personnes à supporter le PSG. Voilà. Parce que Sarkozy, après ce qu'il a proposé à la Libye, et en plus maintenant derrière il ramène le Qatar au QSG, au Qatar Saint-Germain, et nous on supporte cette équipe-là.
On n'est pas de mauvaises personnes. Maintenant, On supporte le PSG alors qu'il y avait. On supporte le PSG depuis notre enfance. Ouais, alors mais non, qu'il y avait mais- ouais, mais le il y avait nouveau des PSG, Boulogne là. Boys. Ouais, mais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, Non, c'est l'argument des tricheurs, là. J'ai dit, Tu non, vois mais ce que moi, je je balance, non, mais moi, je balance un pavé dans la mare, c'est tout. Je suis l'avocat du diable, même, j'ai envie de te dire. C'est une question. Ah t'as ouais, vu Starfall, là. Voilà, l'avocat Non, mais du diable. C'est pour le public. Là, on parle au public. Ouais. C'est vrai que c'est des questions de réflexion. Avec ce que Sarkozy Avec a ce qui fait, se passe ben, dans le monde, hein. Je veux est-ce pas que c'est parler- noble Je de veux supporter le PSG? Mais j'ai envie de te dire que le PSG, avant Sarkozy, avait des supporters qui s'appelaient les Boulogne Boys, et ça C'est nous a vrai, jamais c'est empêché vrai, c'est de les vrai. supporter. Tu vois ce C'est que je veux dire? vrai. Mais ça, souvent ça, quand on parle de football, c'est l'excuse des petits merdeux. T'es un mec de Paname, et comme t'es perdu parce que ton daron il supportait Marseille quand t'étais petit, et t'es un peu perdu, et voilà. Donc, comme argumentaire, c'est de dire que oui, il y avait des Boulogne Boys. Mais toi-même, tu les as jamais vus, les Boulogne Boys, tu les as jamais connus. Mais tu veux absolument dire ce truc-là, pour avoir un argumentaire. Alors que quand tu arrives à Marseille, tu n'as rien à voir aux Marseillais, et t'es perdu. D'ailleurs, je parle des Boulogne Boys, je me dis quoi? Parce que la dernière fois, je suis parti regarder le match de Paris, et j'étais avec. Voilà. Et j'étais du côté Boulogne, du coup. Et Ouais. j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, mais en 95, j'aurais pas pu m'asseoir là. Frérot, t'aurais certainement fou, hein. pas pu t'asseoir là, mais les joueurs qui étaient sur le terrain, il y en avait beaucoup qui te ressemblaient. Ouais, mais ouais, bon, ouais, après, non, mais pas trop. Parce non, mais je qu'on- comprends. on- Moi, je parce pense que que côté c'est- supporter, hein, moi, j'ai Non, mais toujours j'entends. pareil. Mais Voilà. en fait, là, je m'oppose à l'argumentaire de certains. J'ai envie de leur dire, ok, d'accord. Parce que c'était l'état de la région parisienne aussi. Ça veut dire que si on dit qu'il y a eu des Black Dragons, qu'il y a eu ceci, cela, c'est parce qu'il y avait des skins qui étaient aussi là. Mais les mecs qui étaient sur le terrain, c'était des Ariens, c'était des Hitler, c'était quoi, non? Tu vois ce Oui, que mais je c'est veux comme dire? c'est comme les Voilà, sportifs on a eu des américains. Amara Simba, on a eu des George Weah, on a eu des Patrice Loco, Ouais. et j'en C'est comme, passe. c'est comme les athlètes américains pendant la ségrégation. Voilà, simplement. Voilà. Enfin, là, on va beaucoup plus loin. Mais Donc les ça, athlètes c'est des américains. arguments de tocard. Voilà, c'est des arguments du bar, ça. Mais on est dans un bar, là. On est dans un bar, mon gars. Et On voilà, a dirigé mais- par tabac, mon gars. C'est vrai que En je tout parle cas, mal. pour revenir sur la Libye rapidement, le truc est très grave en Libye. C'est pour ça que des fois, les gens ils se rendent pas compte à quel point ce qu'il a fait. C'est grave, c'est qu'en fait, l'histoire de la Libye, il n'y a jamais eu d'État. Kadhafi, il arrive, il coupe la tête, enfin, il coupe la tête. Il destitue le roi, parce qu'il y avait un roi en Libye. D'accord. Quelle époque, ça? Les années 60. D'accord. C'est la révolution africaine, etc. Donc, c'était un roi qui était en allégeance avec l'Italie. Donc, parce que la Libye était conquise, enfin. La colonisée Reconquista? en quelque sorte. C'est la Reconquista ou pas? Non, non. Et en fait, l'Italie était colonisée par l'Italie. Ouais. Mais avec un régime qui n'était pas autant poussé que certains pays africains, mais quand même. Voilà. Et donc, Kadhafi prend le pouvoir. Il écrit d'ailleurs le fameux livre vert, je pense qu'il y en a plein qui l'ont lu. Cheikh Didim, bon. Ah, Cheikh merde. Ventoux l'a lu. Attends, on va noter la minute. Bouge pas. Enfin, donc, comme Ventoux, je sais, il a lu le livre vert. C'est quelqu'un qui arrive et qu'en fait, il fait... Parce que la Libye, ils ont une particularité, c'est que c'est beaucoup de tribus bédouins. Il y a Je des te le conseille, tribus- par ailleurs, hein, excuse-moi, Mundjibou. Ton état bédouin, Fantôme, Moi, lit le livre vert. Ouais, faut lire. Le Kadhafi. Quoi, le livre vert ou c'est la ligne verte? Non, le livre vert. Ouais. Je pense que c'est la ligne verte. La ligne Non, verte, le c'est avec Tom Hanks. Tom avec Hanks. le négro, là. Ouais. Voilà. Du coup, ouais, et en fait, ils ont une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de tribus bédouines. Donc ça, c'est historique, hein, c'est les tribus ilaliennes, etc. Bon, voilà, on va pas remonter jusqu'à là. Mais en tout cas, Kadhafi, il est berbère en partie, mais il est aussi, pour le coup, lui, dans sa lignée, il est arabe aussi, vraiment. Parce que c'est un bédouin, c'est des tribus qui sont descendantes d'Arabie Saoudite, pour le coup, et qui sont dans le désert, avec des origines aussi mélange berbère, mais bédouines. Et en fait, ils ont un mode de fonctionnement en Libye qui ressemble à ce qui se fait au Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est des tribus qui prêtent allégeance à un chef et qui s'unissent. Kadhafi, après je suis pas le plus grand spécialiste, donc peut-être je vais tomber sur un Libyen qui va l'expliquer mieux que moi hein, dans les commentaires. Et d'ailleurs, avec plaisir, tu peux donner des détails, mais de ce que je sais, c'est que en fait, il y a une allégeance perpétuelle envers Kadhafi. Il a réussi à liguer toutes les tribus libyennes qui lui prêtent allégeance et qui lui laissent le trône. C'est comme ce qui se passe aux Émirats. Tu as plusieurs... En Arabie Saoudite, ouais. Voilà, mais surtout aux Émirats Arabes Unis, tu as Abu Dhabi, tu as Dubaï, tu as Sharjah, etc.
Et en fait, il décide de donner le pouvoir à Abu Dhabi. C'est Abu Dhabi qui dirige, mais en fait, tu as plusieurs émirs qui laissent le pouvoir à Zayed, à la famille Zayed. C'est la même chose en Libye. Et en fait, c'est une allégeance qui existe depuis très longtemps. Et c'est pour ça que même les Américains qui sont très forts là-dedans disaient aux Français, attention, si vous ne pouvez pas remettre un chef d'État de la famille Kadhafi ou dont les tribus lui prêtent allégeance, il n'y aura plus d'État en Libye parce qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est des tribus qui prêtent allégeance à Kadhafi parce qu'il y a deux régions. Il y a la Tripolitaine et il y a la Cyrénaïque, qui est une région très ancienne. Et donc, c'est deux régions déjà qui sont divisées. C'est pour ça qu'il y avait deux zones, avec Benghazi et Tripoli là, pendant la guerre. Ces deux zones déjà qui sont un peu différentes. Il y a une zone qui est plus proche de l'Égypte, culturellement, et une zone qui est plus proche du Maghreb. Voilà. Donc déjà, t'as une scission en Libye. Quand ils l'ont tué, depuis qu'il est mort, il n'y a jamais eu de consensus. C'est-à-dire que l'État est détruit. Personne ne va laisser personne diriger. C'est que des guérillas. C'est mort. C'est-à-dire qu'ils ont fait la pire erreur. C'était le pire État à détruire. C'est immense en plus la Libye, c'est gigantesque. C'est peut-être le 4e ou 5e plus grand pays d'Afrique, c'est très très grand. Et en plus, je crois que c'est le seul, voire un des seuls pays du monde qui n'a pas de rivière. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est un pays ultra désertique. Donc ils ont beaucoup de problématiques là-bas. Ils sont pas beaucoup, sur 104 millions. Et Kadhafi avait fait venir, depuis les nappes phréatiques, il avait fait le chantier du siècle qui avait coûté des milliards et des milliards dans les années 80. Il avait fait venir l'eau courante depuis les nappes phréatiques du désert. Il a dit, je vous ai donné l'eau pendant 100 ans, après débrouillez-vous, tu vois. C'est un pays très particulier. Donc ils ont détruit un pays qui devient no man's land, en fait. C'est mort. C'est pour ça qu'il se passe tout et n'importe quoi là-bas. Il y a aucun droit là-bas. C'est mort. Bon, maintenant, peut-être ça a bougé un peu, etc. Mais tout le monde dit, ça va être compliqué pendant très 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 longtemps. Il fallait pas le tuer. Surtout pas. Tout ça à cause de Sarkozy. Ouais. Entre autres. Bah ouais, parce que bon, bien évidemment que les gens qui font des trucs de fou là sur place, c'est leur responsabilité à eux. Mais t'as détruit un pays qui était le pays d'Afrique et apparemment du monde arabe le plus alphabétisé. Pratiquement, il y avait 100% d'alphabétisation. Le pays où les femmes du monde arabe et du monde musulman étaient le plus lettrées. Et il avait interdit le mariage, il me semble, avant 18 ans. Donc c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas se marier trop tôt, ce qui permettait l'alphabétisation des femmes, etc. L'accès à l'eau courante gratuit, l'accès à l'électricité gratuit. Bon, ils n'étaient pas beaucoup après, hein. Le même fonctionnement un peu que les Émirats, tu vois. Parce qu'ils ont un pétrole de ouf, ils ont le meilleur pétrole du monde apparemment en qualité aussi, tu vois. Et donc, il a fait... Après, il n'était pas parfait. Il a fait aussi des trucs chelous. La Libye, ça aurait pu être mieux, mais en Afrique, c'était très bien. C'était très très bien. Les Libyens, ils vivaient très très bien. Et puis aussi, bon, un sujet, donc on est obligé de parler vu qu'on parle de lui, il meurt aussi dans les années où il commence à parler de la monnaie africaine basée sur l'or et le pétrole. Ouais. Voilà. Ce mec-là, il parle de ça aussi. Lui, c'est un panafricain. Panafricain, voilà. Il mettait les tenues traditionnelles berbères qui peuvent même des fois ressembler à des tenues un peu qu'ils ont les Dingarim, hein, comme Mali et Mauritanie et tout ça. Et il avait toujours une Afrique cousue. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc il était après, parce que déjà à l'époque, je voyais il y avait les magazines, là, je crois que c'était Jeune Afrique, là. Ouais. Ce magazine-là. Son daron, il regardait ces magazines-là, toi. Ah, ton daron, il était fou de ça aussi? Ouais, je pense que tous les Africains, ils se levaient leur main, non? Bah, tous, je pense pas. Hein. Non, beaucoup. Mais en tout cas, voilà, il y avait ces magazines-là à la maison. Ouais. Avec, en page, en couverture, très souvent, il y avait des mecs comme Kadhafi. Bah ouais. Après, lui, l'Occident l'a aussi complètement éliminé parce que... Bon, après, c'est un sujet qu'il faudrait creuser vraiment pour dire s'il l'a fait ou pas. Il avait fait exploser un avion aussi. Avec... C'est ça que je veux dire. En fait, lui, il était très Escobar dans son truc. Hein. Il était très Escobar. Ouais. Il avait fait péter un avion. Il s'est inspiré de lui ou quoi? Je sais pas. Après, non. Celui qui a fait le premier qui a fait péter des avions et tout comme ça, c'était Carlos, qui était ultra Scarla. Carlos, c'était quel pays ça? En fait, on sait pas trop d'où il vient, mais c'était probablement, je crois,
Colombie, Argentine, je sais plus, mais parce que c'est un mec un peu mystérieux. Mais Carlos, c'est le mec qui avait pris en otage les Nations Unies, là, dans les années 70. Il était ultra scarlat. D'ailleurs, il était en... Ouais, Carlos, il était en prison. le gros, là, le gros qui chantait au Club Dorothée. Ah, non. Carlos, le terroriste, frère. Carlos, le terroriste, mon gars. Il était en prison. Il a fini où, ce Carlos? Il est mort, non? Mais il est en prison à Poissy, frère. Ah, t'es sérieux, là? Oui. Poissy, tu vois, la prison de Poissy, là, déjà, elle est pas connue, en vrai, tu vois. Parce que t'es une prison... ouais, ça, c'est grosse peine et tout. Mais moi, avant, il y a une période où je travaillais à Poissy, là, t'es livreur et tout. Et j'allais livrer des colis là-bas. Et maintenant, là-bas, il y a des mecs comme Fofana, ils sont là-bas. Et maintenant, t'as vu, je te dis, il y a des mecs comme Fofana parce que moi, j'avais des courriers de ces mecs-là, des colis. Et t'as vu, il y avait des blagues. Je dis, wesh, attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y avait des blagues récurrents, en plus des blagues anglophones, trucs. Tu vois, et comme là-bas, c'était grosse peine, je pense qu'il y avait des pointeurs de fous, des trucs, des gens qui ont dû faire des trucs de fous malades. Donc, ce mec-là, Carlos, il était là-bas. Ok, d'accord. Moi, pendant un temps, j'ai habité en face de cette prison. Ah ouais, quelle rue? Rue des Ursulines. Ah, je la connais par cœur, cette rue-là. Des Ursulines. Des Ursulines. Ouais. En plus, gros, cette rue-là, vas-y, frère. En plus, ça m'a traumatisé. Mais ça, c'était des petits bâtiments. C'était des petits bâtiments. Moi, c'était des grands bâtiments dans le centre-ville. Mais c'était bien, là, hein, cet endroit-là. Ouais, mais c'est propre, là-bas. C'est grand. Le centre-ville de Poissy, c'est lourd. Hein. Ouais, c'est centre-ville, ouais. Ouais, c'est un beau centre-ville. Et du coup, c'est une prison qui est que pour les longues peines. T'as que des très longues peines là-bas. Pour ça, d'ailleurs, t'as des miradors et les gens qui... Si un mec s'échappe, il se fait fumer. Direct. Ah, mais de toute façon, c'est cette prison, c'est comme la prison dans le stade, ça s'appelle comment? Rémo, comment ça s'appelle cette prison-là? Quelle prison? Il y a une prison dans le 77, là. Je sais pas si ça s'appelle Réno ou... En fait, tout ça pour dire que ces deux prisons-là... Réo, je crois. Réo, voilà, Réo. C'est des prisons, t'as vu, on n'entend pas parler, mais si t'entends parler de quelqu'un qui est là-bas, c'est très mauvais signe. Moi, j'ai une histoire comme ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais à l'époque... Rentre dans les détails. J'avais démarré un pain il y a très longtemps. Je sais plus si c'était à la DEF ou je sais plus. Bref. Je sais plus c'était quoi. C'était une petite semaine. Démarrer un pain, ça veut dire draguer. Hein. Ah ouais, pardon. Pourquoi tu leur dis? Pourquoi tu leur dis? Bah parce que faut que les gens puissent comprendre ce que ça veut dire. Ils vont nous cramer là. Il donne le truc. Mais ouais, j'avais démarré un pain là. Bref. Et en fait, on commence à discuter et tout, machin, tout ça, truc. Et elle me disait, ouais. Et un jour, on me dit, ouais, j'étais où? Elle me dit, ouais, je suis à Poissy. Alors, je sais pas si c'est le 9 du 9-3 ou 9-5, je sais plus. Je dis, tu fais quoi là? Et elle était un peu gênée. Ouais, non, j'ai un truc à faire, je vais voir quelqu'un de ma famille et tout, machin. Je fais, ok. On continue à parler, on parle. Et puis un jour, elle me dit, en fait, je vais voir mon père. Et je dis, ah, mais il est où? Il m'a dit, il est à la prison. Je dis, quoi? Ah ouais, naze. Les prisons de Poissy et tout. Et elle me dit, ouais, tout ça, truc. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle a jamais voulu me dire. Et moi, je savais que c'est une prison qui est trop scarla. C'était là-bas. Bah ouais. C'est que t'as fait un truc de ouf. Tu as dû découper des gens, mon frère. Ouais. Trop pas. Parce que là-bas, c'est sûr. Et moi, à chaque fois que j'avais un colis ou une lettre en main, et ben je m'interrogeais. Des fois, il y avait des colis qui venaient de Nouvelle-Zélande, Australie. T'as capté ou pas? Je dis, attends, il y a des mecs qui sont venus ici. Ils ont dû faire des dingueries, pointer des enfants, les égorger, faire des trucs de ouf. Ouais, bah il y avait. Wesh. Il y avait un tueur en série qui s'appelait Stranieri. Il y avait plusieurs tueurs en série là-bas, là. Mais vous vous rappelez pas ce qui s'était passé à l'époque? Dieudonné, bon, tellement c'est un ouf aussi, lui. Il avait un des premiers mariages gays de France. Il avait été fait entre deux tueurs en série de la prison de Poissy. Et c'était le maire de Poissy qui était venu faire... Non, Carl Olive, c'est après. Okay. C'est après, Carl Olive. Carl Olive, d'ailleurs, c'est un mec de Poissy à la base. Il était dans le foot et tout. Mon oncle, il le connaît. Bon, bref, c'est une longue histoire, ça. Mais Carl Olive, c'est maire de Poissy, de toute façon, non? Actuellement, ouais. Et à l'époque, lui, c'est un jeune de Bourgard à la base. Et il a pété un peu journaliste Cana. Il était sur Canal Plus pendant longtemps. Il parlait de foot et tout. C'est un mec très connecté, ce mec-là. Mais il est bien, comme mec. C'est le pote à David Douillet. Exact, mais David Douillet, il était élu dans la région. Et je le voyais tout le temps, moi. Je connais, c'est ma zone, je connais par cœur là-bas. Il y avait elle et il y avait Buffet. L'autre là. Marie-Georges Buffet. Ouais. Voilà, elle était dans la zone aussi. Je les connais tous. Et qu'est-ce que j'allais dire? Putain, je me suis perdu. Et ouais, du coup, ils ont fait un mariage gay. Et le témoin de mariage, c'est Dieudonné. Et Dieudonné, il est venu. Ce fou. Il est venu avec un tutu de danse classique. En mode, la France est une farce. Donc je participe à la farce, je m'en fous.
je vais venir célébrer le mariage, un des premiers mariages gays en France avec 2 tueurs en série, tu vois. N'importe quoi. Et là-bas, t'avais Carlos, donc bah, lui, vous regarderez, c'est qui Carlos, hein. Intéressez-vous à Carlos, parce que c'est un ouf. Mais en même temps, il a fait des trucs très intéressants parce qu'il a dénoncé les systèmes, etc. Il a braqué, il a pris en otage parmi les gens les plus puissants du monde, il a détourné des avions, c'était un ouf. Et je sais plus s'il est mort ou vivant, mais il était là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette prison, elle est très, très insalubre. Enfin, peut-être maintenant, elle a été améliorée, mais justement, les Ursulines, c'est un couvent de nonnes à la base. C'est ultra vieux. Ça a 3-4 siècles, ce truc-là. 5 siècles même. D'accord. Donc les conditions de détention, elles sont clinquées. Ah, mais toi qui habitais là-bas, comment tu te sentais? Non, tu vois rien. En fait, tu les vois juste en été. Tu vois en été, bon, ça fait mal au cœur, peut-être pas, parce que ils ont fait des dingueries là-bas, tu vois. C'est pas juste des vendeurs de shit. Mais tu vois qu'en été, tous les mecs, ils mettaient leurs mains dehors. Parce que tu sentais qu'il faisait trop chaud, tu vois. Mais tu vois rien là-bas. Non, tu vois strictement rien, ouais, il n'y a pas de problème, tu vois strictement rien. Même quand t'arrives, moi je rentrais pour aller livrer et tout, je passais les trucs de sécurité là. Mais tout ça pour dire que. Mais je sais pas, dès que j'étais là-bas, j'avais un truc de. J'avais un ressentiment naze, vous savez. Ouais, c'est bizarre là-bas. Mais moi, j'avais une mauvaise énergie, t'as vu, je sais pas. Même ma grand-mère, elle habitait en face pendant longtemps. Donc moi, j'y vais là-bas depuis. J'ai 5-6 ans, tu vois. Et il se passe rien. Il n'y a pas de yo-yo, il n'y a rien là-bas. Il n'y a personne qui jette des trucs. C'est trop sécurisé. Il y a des miradors. En plus, ils sont pas beaucoup. Ils sont 300-400, je crois, tu vois. C'est une prison de très très haute sécurité. Donc il se passe rien, en fait. Tu vois rien du tout. Juste, il y a longtemps, quand j'étais petit, il y a un mec qui s'est échappé. Et les miradors, ils l'ont fumé. Ok. Et voilà, depuis j'ai jamais rien entendu. Ok. Jamais rien entendu après. Mais voilà quoi, voilà la petite histoire après aussi quoi. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, hein, parce qu'à la base le sujet c'était Sarkozy qui est actuellement en prison. Voilà. Et d'ailleurs le mot de la fin. Ouais. Vous êtes pour ou contre qu'ils soient en prison? C'est le sujet que tout le monde aime aborder. Pour, sans hésitation. Je suis pour, frère. Après, maintenant, s'il est en prison, et au final, c'est parce que lui, il n'a pas su répondre à certaines exigences, parce que vous savez comment c'est. Hein. Parce que, normalement, ce mec-là, pour moi, ça fait longtemps qu'il devait être en prison. Bah oui. S'il est en prison maintenant, c'est certainement qu'il n'a pas répondu à certaines exigences dans leur monde à eux, j'imagine. Voilà, hein. Mais c'est mérité. En fait, apparemment, il était en guerre avec les juges. Et c'est les juges qui ont voulu absolument le faire tomber. Ouais, en fait, c'est un truc de poteau, en mode « Ah, tu t'as pas dit, ben on va t'avoir sur toi. » Voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Tu vois, et moi, pour répondre à la question, eh ben ouais, s'il doit aller en prison, c'est qu'il l'a mérité. Maintenant, juste un message à faire passer. Maintenant, vous voyez qu'un ancien président, il est parti en prison. Bellec, quand vous faites vos choses en France, hein, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'aller en prison. Non, je suis d'accord, mais moi, je pense pas qu'il va rester longtemps. Mais je pense qu'ils vont trouver un truc, bref, il va sortir. Mais pour le symbole, qu'il ait fait au moins un jour de prison, c'est très très bien parce que ça redonne confiance aux gens dans les institutions. Moi, je trouve que c'est bien. Ok, voilà. Bon, on va se terminer sur ces mots-là. Voilà. Concentré podcast, abonnez-vous, likez, partagez. Ah, oubliez pas, ici, c'est pas une chaîne de MMA, on parle de tout, parce qu'on est les gens du peuple. Voilà. On arrive dans le bar, même dans la salle de sport, hein, si vous voulez, et on discute des sujets, voilà. On échange. Donc, venez dans les commentaires, commentez. Si vous avez un truc à dire, voilà. Et encore une fois, personne n'a la parole universelle. On parle à l'aide de nos connaissances. Voilà. Bien évidemment, on fait des erreurs, mais voilà. Vous pouvez venir nous corriger et tout, etc. C'est ça le but, finalement. Voilà. Il n'y a pas de leçon à donner ou quoi que ce soit. On ramène juste nos connaissances, notre savoir, et voilà, des sujets de conversation, tout simplement. Tout le monde peut participer. Voilà. Bon, les gars, si vous nous écoutez dans la journée, venez ce soir pour le combat. On va faire une réaction en live pour voir qui gagne le pari. Ça va être drôle. On va pouvoir rigoler un peu. On va se connecter ensemble et on va regarder le combat. Cyril gagne Aspinal. Et puis après, on fera un débrief du combat. Un peu plus technique, quoi. Ok. Vous êtes chaud? Concentrez, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, il y en a un des deux là, un des deux camps qui va payer un très bon resto. Ouais, c'est... Pression, là. Ouais. Ciao la famille. Ciao. Vas-y.